bonjour à tous. Merci pour l'invitation et puis pour ces débats très intéressants. Ravi d'y participer. Donc, on vous a préparé un petit exposé, donc je vais être très court. Moi, je suis le cofondateur d'une association qui s'appelle le New Governance et qui travaille à la gouvernance décentralisée des données et comment permettre aux gens de participer à cette gouvernance et à la circulation de données. Et j'ai aussi fondé une société qui s'appelle Vision, et qui produit un outil, une technologie qui permet aux gens de contrôler et de faire circuler leurs données. On rentrera un peu plus dans les détails et je laisse Mackenzie te présenter rapidement également. Oui, donc bonjour, je m'appelle Mackenzie Raymond-Bauer. Je travaille dans la société Vision et donc je suis en charge de tout ce qui est operations, partenariat et aussi notre programme de testeurs que je vais pouvoir détailler un peu plus tard. Et ravi d'être aussi aujourd'hui avec Laurent, avec qui on travaille quotidiennement sur ces sujets. Bonjour à tous, moi je suis Laurent Vidal, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je co-dirige un département de recherche qui s'intitule Droit public et privé de l'économie au sein de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, qui travaille sur justement notamment ces questions de numérique. Et nous travaillons étroitement avec Mathias et avec Mackenzie depuis un certain nombre d'années sur ces sujets qui nous préoccupent, vous allez le voir. Et puis je suis également avocat au barreau de Paris. Je travaille sur ces questions, et puis j'y reviendrai. Je suis cofondateur avec Mathias de Bièvre, Jean-Marie Cavada, Thomas Saint-Aubin et Gérard Ashkenazi d'un institut qui s'appelle l'Institut des droits fondamentaux du numérique et qui a pour vocation à se saisir de ces questions à la fois juridiques, économiques, politiques, philosophiques, on va y revenir, de proposer une réflexion sur ces sujets en croisant les apports avec la Sorbonne, avec ANG, avec Vision. Donc voilà à peu près l'état de nos recherches aujourd'hui. Et peut-être, Laurent, tu peux du coup parler de ta recherche sur le sujet. Voilà, alors on va commencer parce que d'abord merci à la direction et aux institutions de l'Université catholique de nous inviter. Merci à Michel en particulier. Alors, on a choisi une thématique, un intitulé de formation, d'intervention, vous l'avez vu, assez long, mais là aussi qui est, je crois, significatif. On voudrait en fait procéder en deux temps. Moi, je voudrais remettre un petit peu les choses en perspective, et puis notamment sur la question de la régulation de la donnée. Donc, on s'est aperçu aujourd'hui que la régulation de la donnée était une chose absolument fondamentale. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, Mathias et Mackenzie déclineront ça, comment l'Europe se saisit de ces questions de la régulation de la donnée et comment Vision, là aussi, est un acteur important dans ce domaine. Alors moi, je voulais vous dire une chose, c'est important, c'est que l'innovation, c'est merveilleux, c'est fondamental. Alors je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, c'est quelque chose de magnifique. Et vous voyez bien qu'on parle beaucoup, quand on parle d'innovation, de comment et rarement du pourquoi. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me fait penser à Max Weber, que vous connaissez tous, sur le désenchantement du monde, ou un célèbre auteur, là aussi, dont je parlerai tout à l'heure, qui évoque ce qu'on appelle l'évidement ontologique du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'innovation, c'est formidable, le comment, c'est formidable, mais il faut savoir aussi pourquoi. Et la question de la technologie, de la science, c'est beaucoup de comment et rarement de pourquoi. Et aujourd'hui, j'étais très intéressé par les interventions de ce matin qui m'ont semblé remettre en perspective ces questions. Oui, il y a l'innovation, mais là encore, comment, pas seulement le fait, mais pourquoi. Et la question de la donnée, vous allez voir, à cet égard, est absolument fondamentale. Alors, je m'explique. La question de la régulation, habituellement, pourquoi il nous semble impératif de réguler, notamment le secteur de la donnée, c'est que vous le savez, il y a une sorte de fable, et vous allez comprendre pourquoi j'emploie ce terme-là, il y a une fable dans certains cas, il y a le marché s'autorégulera. Bon. Alors évidemment, il n'y a aucun marché qui s'autorégule, et l'offre et la demande ne s'autorégulent pas. Donc il faut impérativement de la régulation. Alors on pourrait se dire, bon, alors la donnée, c'est une entité, c'est un objet comme un autre, on va réguler la donnée comme on régule l'automobile, comme on régule le marché de l'énergie, etc. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Et que si on a besoin aujourd'hui, fondamentalement, d'une régulation de la donnée, c'est que la donnée constitue un objet qui va bien au-delà d'un simple objet sur un marché entre l'offre et la demande. Pourquoi? Parce qu'en fait, la donnée, c'est quelque chose qui, en fait, par sa nature, par sa contexture, par ce qu'elle révèle et qu'elle convoque comme droits et libertés fondamentaux, et au-delà, par ce qu'elle révèle comme, je dirais, état de la personne
en tout cas quand je dis de la personne avec un grand P, ça n'est pas du tout réductible à un produit. Alors je vais vous le dire autrement, en réalité, la donnée, aujourd'hui, c'est la forme la plus avancée, d'accord, d'un certain type de capitalisme que nous vivons, parce que vous le savez, au XVIIe, XVIIIe, il y a eu plusieurs voies du capitalisme. Et aujourd'hui, la donnée, c'est, je dirais, la tête de pont la plus avancée d'un certain type de capitalisme. On a eu le capitalisme, vous le savez, industriel, enfin agraire, industriel, financier. Aujourd'hui, la donnée, c'est quelque chose qui, en fait, est la partie visible, d'accord, d'un certain nombre de mécanismes beaucoup plus profonds. Quand je parle de données, encore une fois, ça n'est pas seulement un produit qu'on échange, c'est la résultante, là encore, de mécanismes beaucoup plus profonds. Alors, je vais être très très simple, et vous allez voir, la thèse que je défends, ce n'est pas moi qui la défends, c'est la thèse qui est défendue par un certain nombre de mes collègues, cognitivistes, historiens, sociologues, philosophes, d'accord, dont je parlerai tout à l'heure, que ce soit par exemple des gens comme Gérald Bronner, comme Sébastien Boller, comme Robert Dany Dufour, d'accord, qui sont tous arrivés au même constat, c'est qu'aujourd'hui, la donnée, si vous voulez, ou les mécanismes du marché au sens où on l'entend habituellement, sorte de fluidification de l'offre et de la demande, où il n'y a plus de barrières, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien du tout qui freine la fluidification totale du marché, d'accord. Et la question, c'est que les mécanismes du marché, en fait, ont une puissance de dévoilement de ce qu'on appelle le marché cognitif. Et pour être très clair aujourd'hui, pour être le plus simple possible, il se trouve qu'il y a une quasi-correspondance aujourd'hui entre le marché au sens économique, comme on l'entend habituellement, et ce qu'on appelle le marché cognitif. Et aujourd'hui, les cognitivistes montrent une chose, c'est que la chose la plus importante et la plus précieuse, c'est le temps d'attention des individus. Et le marché, où on l'entend habituellement, d'offres et demandes, a compris parfaitement qu'il en était ainsi, et qu'en réalité, le mécanisme du marché économique au sens large du terme dévoile en réalité un certain nombre de mécanismes cognitifs qui correspondent à l'évolution du cerveau tel qu'il s'est développé jusqu'à aujourd'hui. Dit autrement, il y a une quasi-superposition entre les mécanismes du marché offre et demande traditionnel et ce qu'on appelle le marché cognitif, tel qu'il est révélé par les fonctionnements profonds du cerveau. Or, et vous l'avez compris, et c'est là la raison pour laquelle la régulation de la donnée est fondamentale, on ne régule plus seulement un objet sur un marché, ça n'est plus une automobile, ça n'est plus même de l'énergie, c'est une donnée qui est la résultante de mécanismes cognitifs beaucoup plus profonds. Et ceci est tellement vrai que les grands opérateurs sur le marché emploient un certain nombre de cognitivistes pour leur indiquer comment justement se servir, d'accord, de, je dirais, eh bien, des dernières connaissances sur l'état du cerveau. Et ça, c'est le problème, je le répète, il y a une correspondance quasi certaine aujourd'hui entre le marché cognitif et le marché économique. Et ça, c'est un vrai danger, parce qu'aujourd'hui, vous avez, je prends des exemples, hein, sur le marché, vous faites une recherche, vous pouvez avoir une entreprise qui s'appelle par exemple Dopamine Labs, d'accord, qui propose aux créateurs d'applications d'augmenter leurs ventes de 20 à 30% en contrepartie de services qu'ils leur vendent, pour expliquer comment une application, en se servant précisément des mécanismes les plus profonds, du cerveau, va permettre justement d'augmenter les ventes. Donc ça, c'est un vrai danger aujourd'hui, puisque vous l'avez compris, hein, je le répète, aujourd'hui, il n'y a plus seulement une offre et une demande d'un produit. La donnée, c'est l'avatar, je dirais la tête de pont la plus avancée d'un capitalisme qui n'est pas régulé. Donc ça, c'est fondamental. Alors, lisez, s'il vous plaît, lisez un auteur qui est, à mon avis, fondamental, qui est un auteur du XVIIIe siècle, qui s'appelle Bernard de Mandeville, qui a écrit 2 ouvrages fondamentaux qui s'appellent Recherche sur l'origine de la vertu morale et la fable des abeilles. Et Mandeville, dès le XVIIIe siècle, dévoilait à son époque ce qu'on appelle le logiciel en fait, du capitalisme, dans sa version actuelle. Alors, je ne vais pas détailler le sujet, mais il montre très très bien comment, précisément, en fait, ce sont les vices privés qui font la vertu, ou plutôt la richesse publique, par un mécanisme de ruissellement. Alors, de Adam Smith jusqu'à Hayek, en réalité, ils ont repris entièrement les théories de Mandeville, mais lequel a été mis en index à l'époque parce que ce qu'il prenait n'était pas audible à l'époque. Et donc, lisez cet ouvrage, il est fondamental, et vous verrez, pas que celui-là, mais celui-ci, vous verrez ce que dit Mandeville aujourd'hui, 3 siècles après, c'est parfaitement réalisé. Donc, c'est le but de notre intervention. Réguler la donnée est une chose absolument fondamentale. On ne régule pas un produit, on régule quelque chose qui va bien au-delà d'un produit, qui est la façon qu'ont les gens de penser, de se positionner vis-à-vis du monde. C'est ça la question aujourd'hui qui est en jeu. Alors, avec Mathias et d'autres, et NG notamment, et Mathias vous l'expliquera,
Nous avions au départ, on a eu quelques frayeurs parce que les Européens n'avaient pas compris tout à fait cette dimension fondamentale de la régulation de la donnée. Et heureusement, aujourd'hui, nous sommes parvenus à convaincre, notamment le commissaire Breton et d'autres, qu'il fallait réguler ces données, la circulation de la donnée. Donc, je synthétise, enjeu majeur aujourd'hui parce que ça révèle, c'est un changement véritablement de paradigme. Donc, le marché a une puissance de dévoilement de ce qui se passe au très fond de notre cerveau et des choses qui sont parfaitement connues, documentées par les cognitivistes aujourd'hui et qu'utilisent parfaitement les grands opérateurs sur le marché. Donc, danger et régulation, ça s'impose pour des raisons nouvelles. Voilà ce que je voulais dire pour poser le contexte. Et là-dessus, ANG travaille là-dessus. On travaille à persuader l'Union européenne de la nécessité de réguler cette question de données. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup pour ce contexte, ces éléments très intéressants. Alors, en effet, ça fait un certain nombre d'années qu'on pousse pour une nouvelle régulation de la donnée, une nouvelle gouvernance de la donnée et permettre eh bien, à l'Europe de saisir réellement, politiquement, juridiquement, mais aussi économiquement, de cette valeur et de cet enjeu. Et donc, là-dessus, eh bien, il y a un certain nombre, finalement, d'actualités d'innovation et de projets en cours au niveau européen sur lesquels j'aimerais attirer votre attention parce que c'est vraiment un des plus grands projets finalement du siècle que constituent ces stratégies européennes de la donnée. Alors, la stratégie européenne de la donnée, c'est une stratégie qui a été dévoilée par la nouvelle commission à son entrée en poste, on va dire, en février 2020, et qui annonce 8 milliards d'euros pour créer une infrastructure de libre circulation de données sur tout le continent. Donc, c'est finalement, si vous voulez, créer les routes de la donnée. Et on a la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux. Et bien maintenant, la question, c'est de dire on va avoir une libre circulation des données. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que virtuellement, on va pouvoir interconnecter toutes les bases de données présentes sur le continent entre elles, mais surtout, cette interconnexion, cet accès à la donnée, cet usage de la donnée va avoir une gouvernance qui est beaucoup plus démocratique, qui est beaucoup plus ouverte, que ce ne sont pas quelques gros acteurs privés comme c'est le cas aujourd'hui, qui vont décider de qui accède à la donnée, pourquoi, mais que c'est finalement bien la société civile, de façon démocratique, qui va décider de quelles sont les règles sur l'accès aux données, quels sont les moyens d'y accéder, et que ces moyens soient ouverts à tous sans dépendre d'un acteur central. Donc, ces investissements qui vont s'ouvrir en septembre, là, dans 2 mois, eh bien, vont financer évidemment cette gouvernance, vont financer des outils et des standards, une infrastructure, hein, comme je disais, c'est des routes de la donnée, et vont financer des choses plus sectorielles qu'ils ont appelées des data spaces, des espaces de données dans différents secteurs, donc finalement tous les grands secteurs de l'économie. Donc, il va y avoir un espace de données de l'énergie, de la santé, de la mobilité, de la finance, de l'agriculture, des compétences et quelques autres pour finalement rassembler des secteurs et leur permettre de facilement s'échanger de la donnée et tirer cette valeur. Alors, comment on va garantir finalement cette éthique, cette gouvernance, cette transparence sur la circulation des données? Eh bien, il y a un nouveau règlement qui est arrivé qui s'appelle le Data Governance Act et qui finalement eh bien, vient préciser comment cette circulation va se passer et vient instaurer un nouveau rôle qui est celui des intermédiaires de données. Et les intermédiaires de données vont être ceux, finalement, comme leur nom l'indique, qui vont intermédier les données entre les différents services, entre les différentes organisations qui vont s'y connecter et les citoyens. La particularité de ces intermédiaires, c'est qu'ils ne vont pas proposer de service réel sur la donnée. Ils vont simplement jouer ce rôle d'intermédiation. Et donc, il y a vraiment une séparation des pouvoirs dans le réseau qui est en train de se créer, dans l'infrastructure et la gouvernance qui est en train de se créer, entre ceux qui vont stocker, qui vont exploiter, qui vont traiter les données, et ceux
qui vont gérer les droits d'accès à la donnée. Et notamment pour les données personnelles, eh bien, ces intermédiaires vont être un outil neutre et indépendant pour que les citoyens puissent donner leur consentement, révoquer leur consentement, exercer leurs droits sur la circulation de leurs données et permettre finalement d'avoir un moyen nouveau, un outil nouveau qui est uniquement à mon service et qui me permet d'interconnecter différents services entre eux sans qu'il y ait finalement de conflit d'intérêts. Donc maintenant, pour eh bien, mettre en œuvre cette infrastructure, il y a différents types de règles et on n'a pas le temps de rentrer dans le détail le plus précis de chacune de ces règles, mais rapidement, il y a différents types de règles qui sont nécessaires. Il y a évidemment des règles juridiques et on y travaille fortement avec Laurent. Quelles sont les responsabilités, quelles sont les modalités contractuelles de ces intermédiaires, de ces services, de ces accès à la donnée, des règles techniques, évidemment, d'interopérabilité, de protocole, et puis des règles économiques de quand je vais mettre à disposition sur le réseau, sur l'infrastructure, les données qu'une organisation, dans laquelle elle a investi dans leur stockage, dans leur maintien et dans leur traitement et analyse, quel est l'échange économique que je peux avoir sur ces données. Et ces règles, finalement, l'ensemble de ces règles est assez complexe parce qu'il ne s'agit plus de gérer finalement la conformité et le business model et le système d'information d'une organisation, mais de dizaines, de centaines, de milliers d'organisations qui vont travailler entre elles. Et donc, c'est vraiment un projet qui a le soutien politique et financier nécessaire du point de vue de l'Europe et des États membres, mais aussi qui commence et qui réunit de nombreuses organisations à travers le continent pour commencer à réfléchir sur ces règles et commencer à les mettre en œuvre. Donc là-dessus, la Commission européenne et notamment la France et l'Allemagne ont sorti une initiative et une association qui s'appelle Gaia-X et qui unit les grandes organisations publiques et privées pour travailler sur ces règles et sur l'infrastructure générale. Et nous, Laurent en parlait, ça fait depuis 2018 à peu près qu'on travaille sur l'application données personnelles de cet enjeu, parce qu'il n'y a pas que des données personnelles, mais il y a la question il y a aussi les données industrielles, etc. Mais pour les données personnelles, c'est-à-dire les données d'éducation, de santé, de mobilité, de finances, quelles vont être ces règles et quelle va être cette architecture et comment faire en sorte que la personne soit impliquée dans cette gouvernance. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une association aussi à Bruxelles qui travaille avec Gaia-X, qui s'appelle A New Governance, qui unit également tout un tas d'organisations à travers l'Europe et au-delà pour travailler sur ces standards. On a travaillé avec la Commission européenne sur la stratégie de la donnée, le Data Governance Act, et notamment sur ce principe de séparation des pouvoirs que je détaillais. Et on travaille plus techniquement avec un ensemble d'opérateurs à préciser l'architecture précise de cette infrastructure et comment la personne est un élément central et va pouvoir, grâce à cette nouvelle infrastructure, reprendre possession, contrôle de ces données, en déterminer l'usage et donc être acteur de cette économie de la donnée et non sujet comme le décrivait Laurent. Alors, juste un petit mot sur Visions. Je n'aurai pas le temps de faire toute la présentation que je vous ai préparée. Mais Visions, nous sommes un acteur dans la portabilité des données, donc en directe application de tout ce que Mathias vient de mentionner. Donc, nous sommes également éditeurs de logiciels, donc création de ce dashboard de consentement, justement pour être cet intermédiaire de données, de mettre en œuvre cette interopérabilité et créer cette infrastructure pour pouvoir interconnecter différents outils dans différentes de sources diverses et divers et variés. Également de travailler sur la gouvernance et de créer ces écosystèmes ouverts de libre circulation de données.
Donc, c'est notre objectif, c'est ce qu'on fait. Et nous, on travaille justement chez Visions dans tout ce qui est skills data, donc données de compétences, donc d'une source, voilà, de plusieurs sources. Et donc, ce qu'on voit, c'est que plutôt, au lieu d'avoir ces différentes sources éclatées de données un peu partout, nous sommes posé la question de à quoi ressemblerait un modèle qui est centré vraiment sur la personne. Donc, où toutes les données de l'employeur, l'acteur, les territoires publics, les plateformes, les organismes de formation, les universités, si tout ça était centralisé autour de la personne. Et donc, comment il y a beaucoup de différentes données, il y a beaucoup de différentes choses qu'il faut gérer, différentes compétences, différentes choses qui évoluent avec la personne par rapport à cette lifelong learning. Et du coup, en fonction de tout cela, nous avons créé tout un différent réseau de différents écosystèmes de libre circulation de données. Et grâce à ces ateliers de travail, notre programme de testeurs et aussi différentes recommandations on peut en tirer et différentes choses qu'on peut en proposer aussi dans ces écosystèmes. Nous avons pu connecter tout un tas de différents acteurs EdTech et aussi des acteurs plus traditionnels, vous avez vu. Donc, de pouvoir vraiment faire quelque chose de très collaboratif et une démarche vraiment collaborative qu'on fait vraiment dans toutes nos activités, qu'on est en train de réunir à travers différents projets. Donc, un projet dans le Hauts-de-France qui réunit tout un tas d'acteurs, voilà, des acteurs de l'emploi et l'insertion, mais également les universités publiques et les organismes de formation privés. Donc, nous avons dans nos écosystèmes tout un tas de différents acteurs qui viennent et qui partagent leurs données, et vraiment pour tout âge. Donc, pas seulement pour les professionnels ou même pour les chercheurs d'emploi, mais également même pour les lycéens. Donc, c'est notre projet Lily. On pourra vous transmettre plus d'informations si ça vous intéresse. Mais dans le cadre de ce temps, on n'a pas trop de temps aujourd'hui. Mais c'est l'idée de créer ces différentes galaxies d'outils interconnectés et ces écosystèmes de libre circulation de données qui permettent à faire une évolution, des évolutions continues de compétences qui viennent et qui est traduit tout au long de la vie de la personne. Donc, c'est Visions en moins de 5 minutes. Donc, j'imagine que vous aurez peut-être des questions ou autre chose. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. On est ravis de pouvoir présenter davantage les différents écosystèmes et les initiatives de Visions. Mais on est ravis de vous présenter nos activités, même dans ce temps très réduit.